We did some things that were wrong. We tortured some folks. And may God bless America. Salut, aujourd'hui on va parler de la prison la plus controversée du monde occidental, de sa construction dans une zone où les lois ne s'appliquent pas, à son utilisation suite aux attentats du 11 septembre, le nom vous sera probablement familier, il s'agit de Guantanamo. Cette enclave militaire qui est devenue une petite ville américaine avec une école, un cinéma et même un McDonald's. Le drapeau du seul restaurant McDonald's de Cuba en berne pendant l'hymne américain. Cette scène surréaliste se déroule sur la base navale de Guantanamo, connue dans le monde entier pour sa prison controversée. Ce que je vous propose, c'est d'analyser son rôle dans l'histoire des États-Unis et pourquoi sa situation soulève énormément de questions morales, humaines et juridiques. Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, j'ai déjà voulu comprendre comment les États-Unis ont pu avoir une base militaire sur l'île de Cuba, alors que les deux pays sont en conflit depuis plus de 60 ans. Pour ça, il faut remonter en 1895, quand l'Espagne avait un empire colonial en Asie et en Amérique, dont Cuba faisait partie. À cette époque, les Cubains qui voulaient leur indépendance se révoltent contre les Espagnols, s'ensuit 3 ans de lutte sanglante. Les États-Unis décident finalement de soutenir Cuba et en 4 mois, l'Espagne capitule. Cuba devient indépendant mais sous contrôle américain. En échange de leur aide, les États-Unis imposent à Cuba la location de 117,6 km² de terre et d'eau dans la baie de Guantanamo. Et c'est ainsi qu'en 1903, la base navale de Guantanamo est née. Cette location a une condition particulière. Pour être résiliée, il faut que les deux parties acceptent. Le loyer annuel est de 4 085 $. À titre de comparaison, c'est moins cher qu'un 9 m² à Paris. Au niveau juridique, à Guantanamo, le droit cubain ne s'applique pas, et le droit américain non plus, ce qui fait que les États-Unis vont tout faire pour conserver cette base. Les années passent, la situation à Cuba redevient instable car les Cubains ont l'impression d'avoir échangé un colon contre un autre, et le 1er janvier 1959, Fidel Castro mène la révolution et renverse le gouvernement cubain. Après des années de lutte, les rebelles castristes ont rassemblé leurs forces. En route vers la capitale, ils commencent par s'emparer de petites villes. Puis ils prennent le contrôle de la Havane au début de l'année 1959. Il remet alors en cause la présence de la base navale américaine et demande à plusieurs reprises sa fermeture. Les États-Unis vont évidemment refuser, et depuis cette date, pour contester contre la présence américaine, les chèques de loyer sont conservés sans être encaissés par Cuba. Guantanamo devient même une forteresse en territoire ennemi lors de la guerre froide, car Cuba est soutenu par le bloc soviétique. Des mines sont posées tout autour pour empêcher le passage entre Cuba et la base américaine. À la fin de la guerre froide, George Bush père est président des États-Unis et Guantanamo connaît ses premières controverses. En 1991, un coup d'État a lieu à Haïti, poussant de nombreux Haïtiens à fuir leur pays pour rejoindre les États-Unis. Bush fait alors aménager une zone de détention à Guantanamo pour y envoyer 12 500 Haïtiens. En 1993, la Cour fédérale américaine statue même officiellement que Guantanamo n'est pas une zone de droit américain. Les détenus n'ont donc aucune protection légale. Ils sont quasiment 60 000 en 1994 sous la présidence de Bill Clinton. À cette époque, on trouve des rapports qui attestent de traitements inhumains sur les réfugiés. Face au tollé médiatique, le camp est progressivement vidé en 1995. Toutes les installations, même les plus insalubres, restent en place, sans savoir que 6 ans plus tard... Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Nous sommes le 11 septembre 2001, les États-Unis connaissent les attentats les plus meurtriers de leur histoire, ils font près de 3000 morts, le pays est en état de choc. George Bush fils, élu quelques mois plus tôt, s'adresse à la nation et promet d'éradiquer la menace terroriste. C'est là que commence l'histoire récente de Guantanamo. Après le 11 septembre, les services de renseignement américains sont dépassés, déjà ils n'ont pas vu venir ces attaques, et en plus ils sont submergés d'informations provenant des services secrets du monde entier. Beaucoup de ces infos sont difficilement vérifiables, mais l'Amérique crie vengeance, il faut absolument trouver des coupables. La CIA fait arrêter des suspects potentiels pour les interroger dans ces sites secrets appelés sites noirs. Il en existait partout dans le monde, mais ils n'étaient pas adaptés pour accueillir beaucoup de détenus. La base de Guantanamo est alors choisie et aménagée pour y transférer les personnes arrêtées. Les détenus sont considérés comme des combattants ennemis, une désignation volontairement floue qui leur retire tout statut juridique. Ils ne sont ni prisonniers de guerre, donc non protégés par la Convention de Genève, ni détenus de droit commun, donc non jugés aux États-Unis. À Guantanamo, il n'y a pas de procès, pas d'avocat,
et surtout, pas de sortie possible. Les premières images qui filtrent montrent des hommes enchaînés, cagoulés et agenouillés en plein soleil. Afin d'obtenir des informations, la CIA utilise des méthodes dites d'interrogatoire avancé. Pour le dire clairement, il s'agit de torture. Selon un rapport du Sénat, la CIA a dissimulé ces pratiques qui ont perduré officiellement jusqu'en 2006. On y lit aussi que ces méthodes d'interrogatoire étaient inefficaces pour obtenir des informations fiables. En parallèle de ces interrogatoires, Al-Qaïda, qui est basé en Afghanistan sous la protection des talibans, revendique les attentats. Les États-Unis exigent alors que les talibans livrent Oussama Ben Laden. Les talibans refuseront et George Bush lance sa guerre contre la terreur en Afghanistan. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Close terrorist training camps. Hand over leaders of the Al-Qaeda network. None of these demands were met. And now, the Taliban will pay a price. Les États-Unis utilisent leur programme Reward for Justice qui consiste à offrir de l'argent en échange d'informations. Ces primes peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars, alors qu'en Afghanistan, le revenu annuel moyen est autour de $200. Ces primes vont amener à des dénonciations abusives. Selon Amnesty International, 85% des prisonniers de Guantanamo ont été dénoncés contre de l'argent. On parle de chauffeurs de taxi, d'épiciers, de journalistes et même d'enfants entre 10 et 15 ans qui ont été arrêtés. Une de ces histoires concerne Assadullah Rahman qui est âgé de 10 ans. Il est arrêté lors d'un raid des forces spéciales américaines dans le village de Muzawal, à l'est de l'Afghanistan. Cette opération a pour but d'arrêter un chef de guerre taliban. Assadullah est emprisonné dans le centre de détention de Bagram en Afghanistan, où il est soumis à des interrogatoires intensifs pendant plusieurs mois. Il n'a cependant aucun rôle dans l'armée des talibans. En réalité, il a surtout été abusé sexuellement par leur chef de guerre. Il est envoyé à Guantanamo avec 2 autres enfants de 12 et 15 ans. Là-bas, David Austin, qui est en charge de leur détention, ne sait pas trop quoi faire avec des enfants. I was brought in to be told that I needed to prepare for potentially having some juveniles come. My first response was, they shouldn't come. And then I was told that I still needed to come up with a plan. So then I added a bunch of other things that I just thought of off the top of my head in hopes that the requests were so over the top that and would cost millions and millions of dollars that they would say, well, we can't do that, and would end up sending them back anyway. But when I turned in my requests, I was told, thank you very much. And I said, well, do you think they're going to do this? And they said, we have a blank check. We will do what needs to be done. Il aménage alors un camp dédié pour les enfants avec la possibilité d'étudier et de jouer. Ils y restent plus d'1 an avant d'être renvoyés en Afghanistan. Assadullah devient alors une cible pour les talibans car il refuse de les rejoindre, contrairement aux 2 enfants qui l'accompagnaient. Ce qui est important de noter ici, c'est que par leur action, les États-Unis ont probablement fabriqué 2 potentiels terroristes. Tout comme Assadullah, il existe des centaines d'autres vies brisées. On peut parler de Mohamedou Ould-Slahi, un ingénieur mauritanien qui a combattu en Afghanistan contre l'armée d'invasion soviétique dans les années 90. In the early 1990s, about 1990-1991, like a lot of young Arab men, Mohammadi went to Afghanistan to fight against the Soviet-backed communist government, which was at that time prohibiting the practice of religion in Afghanistan. He went for training there at an Al-Qaeda camp. À cette époque, Al-Qaïda n'est pas encore considéré comme un mouvement terroriste, mais le lien avec ce camp d'entraînement sera la raison principale de son arrestation 11 ans plus tard. Nous sommes le 20 novembre 2001, Mohamedou est arrêté en Mauritanie, puis transféré dans plusieurs sites de la CIA avant d'arriver à Guantanamo. Il est accusé d'avoir recruté plusieurs pirates de l'air du 11 septembre et d'avoir dirigé des cellules d'Al-Qaïda au Canada et en Allemagne. Mohamedou sera le détenu le plus torturé de Guantanamo. Il subit des privations de sommeil, des simulations de noyade et d'exécution. Il est aussi violé à plusieurs reprises. Pendant sa détention, il écrit dans un journal tout ce qu'il subit pour ne pas oublier. Son journal deviendra un livre puis un film, The Mauritanian. Au fil des années, la vérité éclate.
son dossier ne contient rien de concret, il n'a jamais participé à aucun attentat. En 2008, après 6 ans de torture, un rapport du département de la Défense recommande malgré tout son maintien en détention. Les accusations dont il fait l'objet reposaient sur des témoignages peu fiables, obtenus sous la torture. En 2016, après 14 ans de détention à Guantanamo, il est enfin reconnu innocent et libéré sans accusation formelle. Comme des dizaines d'autres, il restera à jamais un homme brisé. J'aurais aussi pu parler de Mouran Benchelali, originaire de Vénissieux, qui se retrouve contre son gré dans un camp d'Al-Qaïda en juillet 2001. Alors qu'il pensait partir étudier la religion avec son grand frère, il est capturé puis livré aux États-Unis contre quelques milliers de dollars. Il vivra l'enfer de Guantanamo. Lui aussi sera ensuite libéré sans accusation. Depuis, il travaille avec des associations pour lutter contre la radicalisation, en partageant son histoire. Le but de cette vidéo n'est évidemment pas de vous dire qu'il n'y a eu que des innocents à Guantanamo. Les dernières personnes en lien avec le 11 septembre y sont d'ailleurs toujours enfermées. Le problème, c'est le recours presque systématique à la torture, qui est contre-productif, car quelle que soit l'information que vous obtenez, elle n'aura pas de valeur, car rien ne dit qu'elle soit vraie. De nombreux détenus ont avoué avoir menti pour faire stopper les tortures. Ces mensonges ont d'ailleurs pu amener à d'autres arrestations et encore plus de tortures pour au final s'éloigner des véritables responsables. Pour aller un peu plus loin, j'ai voulu regarder en termes de chiffres. 780 détenus sont passés par Guantanamo, 16 ont été inculpés pour des faits liés au terrorisme, dont 5 en lien direct avec les attentats du 11 septembre, et ils encourent la peine de mort. Il reste actuellement 15 détenus à Guantanamo. Au total, 755 détenus sur les 780 ont été libérés sans poursuite et 9 sont morts durant leur détention. Concernant les détenus libérés, le Pentagone a surveillé leur activité après Guantanamo. Ces données datent de 2020. À l'époque, 729 prisonniers avaient été libérés. 70% d'entre eux n'ont pas eu d'activité terroriste après leur sortie. 17% ont été impliqués dans des activités terroristes et les 13% restantes sont suspectés d'avoir été impliqués dans des activités terroristes après leur sortie. Si vous voulez des statistiques plus complètes, je vous mets les liens en description avec toutes les sources de cette vidéo. Alors que le nombre de détenus diminue, la fermeture de Guantanamo devient une promesse de campagne de Barack Obama. For many years, it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security. This is not just my opinion. This is the opinion of experts. This is the opinion of many in our military. It's counterproductive to our fight against terrorists because they use it as propaganda in their efforts to recruit. It drains military resources. With nearly $450 million spent last year alone to keep it running. Le 22 janvier 2009, il signe un décret ordonnant sa fermeture dans un délai d'1 an. Ce décret interdit aussi les pratiques d'interrogatoire abusives et rétablit les standards de la Convention de Genève. Obama propose de transférer les derniers détenus vers les États-Unis ou vers d'autres pays, mais il fait face à une forte opposition du Congrès concernant le transfert vers les États-Unis. Sous sa présidence, environ 200 détenus quitteront Guantanamo, dont Mohamedou Ould-Slahi. Et en janvier 2017, Donald Trump prend ses fonctions. Il signe alors un décret visant à garder Guantanamo ouvert indéfiniment. Durant son mandat, un seul détenu sera libéré du fait d'une négociation antérieure. Lorsque Joe Biden devient président en 2021, il reste 40 détenus à Guantanamo. Il reprend les actions entamées quelques années plus tôt par Barack Obama. 25 détenus quitteront Guantanamo, il en reste alors 15. Et depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025, il a demandé de réaménager un camp pour accueillir jusqu'à 30 000 migrants en cours d'expulsion, comme l'avaient fait George Bush père et Bill Clinton dans les années 90. So Guantanamo Bay is a perfect transit point to temporarily house the worst of the worst. These are among the worst of the worst. L'histoire de Guantanamo semble être un éternel recommencement, et même s'il s'agit des États-Unis, il est important d'en tirer des leçons. Les envies de vengeance suite à des actes inhumains ne doivent pas guider notre façon de rendre la justice, et même si on trouve moralement inacceptable d'accorder un avocat à un terroriste, dites-vous qu'on ne le fait pas pour lui, mais plutôt pour nous permettre, contrairement à lui, de garder notre humanité.